l'invité de la matinale. KTO Radio. 1,2 million de déplacés en raison de la guerre. Telle est la conséquence du conflit entre Hezbollah et l'État israélien au Liban, débuté le 23 septembre dernier. 1,2 million de déplacés dans un pays qui en compte un peu plus de 5 millions. C'est dire l'ampleur de la situation humanitaire dans un pays déjà fragilisé par les crises politiques et économiques. Dans quelles conditions vivent les Libanais? C'est la question que je pose ce matin à notre invité, Oumaima Farah. Bonjour. Bonjour Maxence et merci de nous recevoir sur l'antenne de KTO. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes responsable développement et communication de l'Ordre de Malte au Liban. Vous êtes basé à Beyrouth où les bombes frappent la capitale tous les jours, notamment dans la banlieue sud. Dites-nous, Oumaima, quelle est la situation à Beyrouth ? La situation est très compliquée. Nous vivons dans une terreur en fait quotidienne. Nous ne savons pas à quelle heure il va y avoir des frappes. Et donc, nous recevons tout au long de la journée des avertissements sur nos téléphones portables et nous avons donc bien sûr au sein de l'Ordre de Malte ce qu'on appelle un task force de sécurité donc qui nous donne les directives s'il faut toutefois évacuer ou par exemple hier on a dû évacuer les bureaux parce que la frappe était non loin. Nos bureaux sont donc dans la capitale, non loin du musée national et donc c'est une terreur quotidienne. Nous sommes dans le siège social en fait de l'Ordre de Malte, mais nous pensons très fort aussi et quotidiennement nous avons un suivi de très près de toutes nos équipes qui sont sur le terrain et c'est elles qui finalement sont le plus exposées à ces troubles sécuritaires. D'abord au niveau de la situation humanitaire à Beyrouth, dans la capitale, quel est le niveau d'accès à la nourriture, aux biens de première nécessité pour les habitants de Beyrouth ? Alors il y a une très forte mobilisation des différentes, parties civiles, en fait, on va dire donc les ONG et les différents donateurs. Beaucoup de personnes donc ont dû fuir, leur maison et se sont repliées dans des régions qui sont moins touchées, on va dire, bien que parfois il y a des frappes, auxquelles on ne s'attend pas et pour lesquelles il n'y a pas d'avertissement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un taux, de mortalité très souvent, lié justement à ce manque, d'avertissement dans les différentes régions. Aujourd'hui donc, ces personnes déplacées sont repliées et se retrouvent dans des écoles publiques qui ont été transformées en abris collectifs, pour la plupart et on est à la porte de l'hiver, comme je vous disais tout à l'heure hors antenne, c'est le 1er jour où il fait vraiment froid, donc on a vraiment senti le changement, voilà, de saison et il a même neigé sur les hauteurs. Beaucoup de personnes, bien sûr, sont dans les montagnes, sont dans le nord, du Liban et ce sont des climats assez froids. Donc il faut aussi assurer, tout ce qu'on appelle, les produits d'hiver, donc les couvertures, les matelas, tout ce qui peut tenir chaud. Il ne faut pas oublier que cette crise, aussi, cette guerre intervient dans une crise socio-économique et que les gens n'ont pas non plus de quoi se réchauffer. Donc il y a beaucoup de familles qui se retrouvent repliées dans les abris collectifs, mais il y a beaucoup de familles aussi qui sont parties chez de la famille aussi, qui ont peut-être les moyens de subsister, quotidiennement, mais n'ont pas plus de moyens pour se réchauffer ou pour pouvoir même assurer un repas quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui Beyrouth. Beaucoup de personnes ont fui la banlieue sud, oui, la banlieue sud de Beyrouth. Oui, oui, certainement, et beaucoup se sont repliés donc dans les différents quartiers, autour de la capitale, si ce n'est aussi en dehors de Beyrouth. Et est-ce que l'accès pour les enfants, notamment, continue-t-il à aller à l'école, au collège, au lycée dans la capitale où tout ça reste très Alors ça, compliqué ? c'est un très grand problème parce qu'aujourd'hui, donc la plupart des écoles publiques ont été transformées en abris, collectifs. Ce que vous Les disiez, écoles, voilà, donc les enfants qui allaient à l'école, publique, aujourd'hui suivent les cours en ligne. Il y a des écoles qui ont été vidées pour reprendre leur, cours normal, mais ce n'est pas toujours, facile parce qu'il n'y a pas assez de place pour contenir toutes ces personnes, déplacées. Mmh. Donc il y a une grande partie des enfants qui suivent les cours en ligne, et quand il y a de très fortes tensions comme par exemple hier, les écoles privées et publiques et les universités de Beyrouth et autour de Beyrouth étaient entièrement fermées.
Quelles sont les zones les plus touchées en dehors de Beyrouth, les zones les plus touchées par le conflit au Liban? Certainement toutes les zones du sud, donc les villages frontaliers et même plus loin que la frontière. Toute la région du sud aujourd'hui, est fortement touchée. La région, de la Bekaa aussi, surtout le nord-est de la Bekaa aussi est fortement touchée. Mais c'est sporadique, donc on a parfois des frappes dans des régions auxquelles on ne s'attend pas, parce qu'il y a probablement des personnes affiliées au Hezbollah qui se trouvent réfugiées dans ces régions-là. On parlait des écoles. Quel est l'état des hôpitaux, du système de santé au Liban aujourd'hui? Alors, la plupart des hôpitaux du sud ont dû, fermer. Il y a 8 hôpitaux qui ont, fermé et surtout le repli sur les centres, de soins primaires, ou les centres médico-sociaux comme les centres de l'Ordre de Malte, par exemple. Il y a à peu près 200 centres qui ont dû fermer à cause des conflits, surtout ceux qui sont dans la banlieue sud et dans le sud, du pays. Donc par exemple, nous, en tant qu'Ordre de Malte, nous avons 2 centres de soins de santé primaire qui ont dû fermer. Nous avons, replié en fait, nos équipes, sur Beyrouth pour continuer le service. Mais nous avons quand même gardé une petite antenne dans le sud pour pouvoir répondre aux personnes, qui ont décidé de rester dans leur village, notamment comme dans les villages chrétiens frontaliers de Remeich et à côté. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de réfugiés au Liban. On en compte 800 000 à l'intérieur, selon vos chiffres et ceux de l'ONU. Où sont-ils déplacés, ces réfugiés au Liban? Alors beaucoup sont déplacés justement dans la capitale de Beyrouth, beaucoup aussi, vers le nord et vers des, régions dans le sud, mais qui sont plus dans la montagne du sud et donc plus proches, de Beyrouth notamment comme, autour de Saïda, de la ville de Saïda, de la région de Jezine et le plus grand flux en fait, de déplacés internes se trouve aux alentours de Beyrouth. Mmh. Et vous l'avez dit, l'hiver arrive, vous avez dit qu'il a commencé à neiger même sur les hauteurs. Dans quelles conditions vivent ces réfugiés libanais? Alors, donc comme je disais, sur les 800 000 personnes qui sont, déplacées intérieurement, il y a à peu près 200 000 qui sont logés dans ces abris collectifs, donc ces écoles. Heu, Ce sont des salles de classe qui ne sont pas aménagées. Donc vous avez dans une même salle de classe une famille entière qui est peut-être qui se compose de 15 à 20 personnes qui dorment les uns sur les autres. C'est des matelas qui sont posés par terre. C'est une, salle de bain, des douches qui ont été mises à disposition. Il y a peut-être 3-4 douches dans un abri collectif pour 200-300 personnes. Donc il n'y a pas de quoi laver les habits et d'où le problème d'hygiène qui émane justement dans ces abris collectifs, la peur de pandémie. On a déjà Mmh. vu des cas de covid, on a déjà vu des cas de gale, des cas de poux aussi donc le problème d'hygiène est très important. Donc aussi, le froid maintenant qui arrive, il faut, sécuriser, les écoles, le sol par exemple, mettre des ravitaillements, des revêtements, excusez-moi, pour le sol, pour les fenêtres et cetera et aussi essayer d'assurer un minimum, de fioul pour le chauffage et pour l'électricité aussi pour les générateurs. Vous l'avez dit également, certaines familles accueillent des réfugiés libanais alors qu'eux-mêmes n'avaient pas beaucoup, avaient du mal en tout cas à subvenir à leurs besoins à cause de la crise économique. Comment se met en place la solidarité entre les Libanais dans ces conditions? Les Libanais ont toujours été très solidaires les uns envers les autres et dans les différentes, communautés. Ce dont on a le plus peur justement, c'est, ces communautés qui sont déjà très touchées, et ce qu'on appelle des communautés hautes et qui reçoivent ces personnes déplacées, qui ne suivent toujours pas toujours, la même, affiliation politique, on va dire, ce qui peut créer des tensions internes et c'est là le rôle, par exemple, d'organisations comme les nôtres, d'essayer de pouvoir, servir tout le monde, à égalité et de la même manière avec tout l'amour et l'humanité qu'on puisse, donner pour, justement apaiser ces tensions et devenir un vecteur, de paix. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Liban est au bord du gouffre à tous les niveaux. Donc, c'est des crises, sécuritaires, et les crises socio-économiques, crises financières, crises politiques et les tensions sont toujours là et c'est une guerre que la plupart des Libanais n'ont pas choisie. Donc, accueillir aussi, une certaine communauté qui soutient la guerre et qui frappe finalement tout le Liban. Chaque personne au Liban est touchée par cette guerre, directement ou indirectement.
Donc, il faut faire très attention justement à créer cette solidarité entre les communautés. Donc oui, c'est très lourd à porter et c'est pour ça que donc les aides que nous apportons, dans les abris collectifs, nous les apportons aussi, pour les personnes, qui vivent dans les différentes communautés. Donc, on va par exemple, si je prends l'exemple de l'Ordre de Malte, nous allons avec nos unités médicales mobiles et nos cuisines communautaires mobiles, non seulement distribuer ou soigner les gens dans les abris collectifs, mais aussi on se retrouve dans les municipalités, dans les églises, dans les mosquées pour aussi apporter la même chose aux personnes qui habitent dans leur maison ou dans des maisons de personnes, qui les accueillent. Oumaima Farah, comment jugez-vous cette nouvelle crise dramatique qui frappe le Liban par rapport aux précédentes crises que le pays a pu connaître? Est-ce que vous avez déjà vu cette situation-là? Écoutez, en 40 ans, nous avons vécu multiples crises, donc comme vous venez de le dire. Donc, il y a la crise, la guerre civile qu'on a connue pendant 15 ans, l'occupation syrienne, l'occupation israélienne, la guerre de 2006 aussi avec, Israël, la crise des réfugiés syriens qui perdure encore, la crise socio-économique et politique et financière et aujourd'hui, on vit en fait un cumul de tout ça. C'est un cumul de tout ça avec une nouvelle crise de déplacés internes qu'on n'a jamais vue. C'est exceptionnel, comme, crise. Le Liban n'a jamais vécu cette crise, de déplacés internes. Il ne faut pas oublier que la crise de 2006 ou la guerre en 2006 était différente. La plupart des villages, chrétiens dans le sud étaient épargnés par, la guerre. Ce qui fait que les villages, dans le sud étaient des villages d'accueil aussi pour les communautés avoisinantes et donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tout est bombardé aujourd'hui dans le sud. C'est pour ça qu'il y a un si grand, flux migratoire interne du sud vers, la capitale et vers d'autres, villes du pays et ça porte un très grand, ça vient bien sûr avec son lot, comme je disais, de tensions, mais aussi, son lot de crises humanitaires, à laquelle il faut répondre très vite et malheureusement, les dons viennent très lentement. Une dernière question, Maïma Farah. Un cessez-le-feu entre Hezbollah et l'armée de Tsahal est entré en vigueur cette nuit après de longues négociations. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de ce cessez-le-feu? C'est sûr qu'un cessez-le-feu est important, mais aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu de 60 jours avec, les personnes, qui se replieraient qui retourneraient dans leur maison. Mais on se pose la question: où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a plus de maison, il n'y a la plupart des villages frontaliers sont détruits. Là, dans le sud est entièrement détruite, il faudra des années pour reconstruire. C'est sûr que le cessez-le-feu est urgent, mais et l'après? C'est ça ce qu'on pose comme Mmh. question. Et l'après? Merci Oumaima Farah, on a bien saisi la gravité de la situation au Liban. Et pour soutenir l'ordre de Malte sur place, j'invite nos éditeurs à se rendre sur le site malte-liban.org. Merci pour votre engagement au Liban, Oumaima Farah, et faites attention à vous. Merci beaucoup, merci Maxence et merci à tous les auditeurs et on compte aussi sur vos prières.